Je remercie Elisabeth d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à participer à ce cycle de conférences consacré au verre et sa mise en œuvre dans le vitrail. Alors ce soir, nous allons beaucoup parler de vitraux du Moyen-Âge, du XIIe et du XIIIe siècle, et on terminera par un excursus sur une période un peu plus récente, mais toujours médiévale, pour le milieu du XVe. Alors comment pouvons-nous appréhender une technique artistique, un savoir-faire à l'époque médiévale? Pour le vitrail, deux types de sources existent. Les textes, bien sûr, comme des traités ou encore des compilations de recettes, et bien entendu les œuvres elles-mêmes. Les œuvres nous en disent très long sur la façon dont elles ont été réalisées. Elles révèlent des constantes, souvent corroborées par les textes des traités, et puis elles nous présentent aussi des variations, même des contradictions, parfois dues à un homme ou à un atelier. Elles peuvent nous révéler des pratiques qui ont parfois été répandues, on le verra, mais que pourtant les textes taisent. Pour la réalisation d'un vitrail, vous savez, plusieurs métiers entrent en jeu. Le verrier qui va produire le verre, le peintre-verrier qui peint sur le verre et fabrique le vitrail, et le serrurier qui va réaliser l'armature en métal qui permet de monter le vitrail dans son ouverture et de l'y maintenir. La question de la fabrication du verre des lieux de production est délicate pour les périodes anciennes. Elle doit bien sûr profiter des apports des analyses physico-chimiques, comme celles qui ont été menées depuis plusieurs années par le LRMH, en collaboration avec le C2RMF, mais elle doit aussi profiter des apports de l'archéologie. Je vous renvoie à la première conférence de ce cycle, celle de Sylvie Balcon. Une démonstration très éclairante a été apportée récemment par l'étude des barrières de la cathédrale d'Auch du XVIe siècle, menée par Claudine Loisel, Barbara Trichot, Françoise Catouillat et Michel Hérode. Alors, la présentation de ce soir se basera beaucoup sur des observations qui ont été faites in situ, mais surtout en atelier pendant la restauration des œuvres. Et c'est vrai que quand les œuvres sont déposées en atelier, on a le privilège de les voir de très près. Alors, ce sont des œuvres qui sont faites pour des œuvres de cathédrale, pour être vues de loin. Donc, on les voit de près, on peut voir la face interne des panneaux, celle qui est destinée à être vue par le spectateur, mais aussi la face externe, le revers, et on peut voir tous les détails de la fabrication du vitrail. Alors, je plaide un petit peu coupable d'avance. Ces observations soulèvent parfois plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Donc, je vais vous présenter pas mal d'hypothèses. Certaines sont extrêmement plausibles, mais parfois, nous n'avons pas encore tout à fait les réponses qu'on attendrait. En tous les cas, ces questions sont salutaires parce qu'elles nous obligent à voir les choses autrement et à réviser ce que nous pensons savoir. 5 traités sont connus pour l'époque médiévale. Par traité, j'entends un écrit cohérent décrivant la réalisation presque de A à Z d'une œuvre. Je distingue ces écrits des collections de recettes, plus ou moins fiables d'ailleurs, qui ressortent plutôt de l'exercice de la compilation. Ce type de littérature, les traités, entraîne bien sûr aussi son lot de copies et d'adaptations au cours des siècles. Théophile, par exemple, a été le texte qui a été le plus diffusé tout au long de l'époque médiévale. Il apparaît encore des siècles après, parfois comme un modèle qui est suivi par des auteurs plus récents. Alors, ces 5 traités, par ordre chronologique, c'est d'abord Théophile. C'est un surnom que s'est donné un moine rhénan des environs de Cologne au XIIe siècle. Son livre sur le vitrail appartient à un ensemble qui est bien plus vaste, intitulé De Diversis Artibus, qui exalte les arts mécaniques à la gloire de Dieu. Il expose la peinture, le verre et le vitrail, et les arts du métal. C'est un ouvrage en latin qui n'est pas celui d'un praticien. En effet, Théophile n'était pas peintre-verrier. Mais Théophile était un observateur très fin et un véritable curieux qui s'est intéressé à 2 composantes essentielles du vitrail, la peinture sur verre bien sûr, mais aussi la fabrication et la coloration du verre. Et en cela, il est unique. Vient ensuite Antoine de Pise. Donc son traité, alors Antoine de Pise, il faut l'assimiler certainement à Antonio di Ciomeo d'Aleccio, un peintre verrier toscan dans la seconde moitié du XIVe siècle, bien connu par les archives et qui nous a laissé une œuvre conservée à la cathédrale de Florence à la fin du XIVe. Alors son traité se présente comme un petit libellus. C'est assez rapide, mais l'essentiel y est, et il est destiné à un homme de l'art. Il est rédigé en toscan, pas en latin, et on y trouve plein de détails pratiques sur la fabrication du vitrail. Il décrit vraiment son métier,
jusque dans des éléments très pragmatiques, la façon de se faire payer pour son ouvrage, une fois qu'il est fait. Le troisième traité, on l'attribue dans la littérature à Formica. En réalité, nous n'avons aucun indice permettant de savoir que c'est bien Formica qui l'a rédigé. On est certain qu'il est bien attribuable à un peintre verrier siennois de la première moitié du XVe siècle. Et ce texte est certainement inspiré de celui d'Antoine de Pise. Il est rédigé, lui aussi, en toscan. Quatrième traité, celui qu'on attribue à un moine de Zagane, en Silésie, dans la seconde moitié du XVe siècle. Ce texte est en latin, donc on retrouve un petit peu le premier texte, Théophile, et on le retrouve à plus d'un titre parce que le moine de Zagane a paraphrasé très largement Théophile. Il devait en posséder une copie. Mais il ne faut pas le laisser de côté pour autant parce qu'il paraphrase Théophile, mais il l'actualise. Il va décrire des techniques qui sont postérieures à Théophile. Le jaune d'argent, qui apparaît à la fin du XIIIe siècle. Zagane le décrit. De même, il parle de pratiques que Théophile ne dit pas, comme celle d'un tracé préparatoire au revers des pièces de verre. Le cinquième texte que nous connaissons se trouve dans un ouvrage plus grand qui s'appelle le Kunstbuch, composé à Nuremberg dans la seconde moitié du XVe siècle. Alors c'est un ensemble, le Kunstbuch, qui est plutôt consacré aux arts textiles et à la coloration. Et on pense que l'inclusion d'un petit traité sur le vitrail est liée au fait que le vitrail est un art de la couleur. Ce petit traité est très court et il montre déjà une inflexion vers une autre branche de l'art qui n'est plus celui de la peinture sur verre, mais déjà celui de la vitrerie. Alors ces 5 textes témoignent d'une pratique du métier qui évolue au cours des siècles, bien sûr, avec la découverte, le développement de nouvelles techniques, mais qui va conserver les mêmes bases jusqu'à présent, et des bases que l'on voit en application dans les œuvres. Alors on va donc un petit peu confronter théorie et pratique. Le vitrail, je vous renvoie à la conférence de Michel Hérode de l'année dernière qui vous exposait comment on faisait un vitrail. Eh bien, il commence par la mise en œuvre du verre. C'est un sujet sur lequel on est démuni pour des périodes anciennes. On n'a pas de texte avant le XVe siècle. On a bien sûr Théophile, qui est un guide sûr et fiable, et puis on a les découvertes archéologiques qui nous permettent de mieux comprendre au fur et à mesure des découvertes, eh bien, comment on a fabriqué le verre tout au long de la période médiévale. Il faut se méfier des recettes issues des compilations. Ces recettes souvent ont été colportées pendant des siècles avec des erreurs. Elles s'attachent surtout à la coloration du verre. Elles sont vraiment à prendre avec des pincettes. Et puis, on peut noter que des peintres verriers se révélaient parfois ignorants. Antoine de Pise, qui décrit par le menu son métier, et vraiment dans les détails les plus fins, eh bien, quand il parle du verre, de sa fabrication et surtout de sa coloration, il expose une ignorance. Il achetait son verre, sans doute à un marchand, peut-être à une verrerie, mais il ne savait pas vraiment comment il était fabriqué et surtout pas comment il était coloré. Il parle de choses qui sont un peu des rumeurs, des on-dit. Il ne sait pas vraiment comment c'est fait. Alors, les observations nous permettent de voir certains phénomènes. Mais pour être tout à fait honnête, on a parfois du mal à les expliquer complètement ou à parvenir à une démonstration étayée à 100%. Souvent, il nous faut des analyses physico-chimiques pour vraiment arriver à la démonstration par A plus B. Donc, je vous dirai toujours lorsque certaines hypothèses sont plus ou moins fiables, plus ou moins démontrées. Depuis longtemps, on s'interroge sur l'organisation des grands chantiers, les grandes cathédrales, ceux pour lesquels il a fallu vitrer de nombreuses fenêtres dans un laps de temps assez court. Par exemple, à Chartres, nous sommes sur un édifice entièrement vitré sur une 50aine d'années. Le chœur de la cathédrale de Bourges a reçu ses vitraux en 2 décennies. Un petit indice sur les chantiers qui vont revenir le plus souvent au cours de cette présentation. Mais vous le savez, un chantier qui les bat tous, c'est la Sainte-Chapelle, entièrement réalisée en 5 ans seulement. Donc des chantiers réalisés très très vite. Nous savons que les commanditaires planifiaient leurs chantiers. Pensez à toutes les études qui ont été menées sur les débuts des grandes cathédrales à la fin du XIIe et au XIIIe siècle, ainsi qu'aux études qui ont été menées sur les fabriques. Eh bien, on voit qu'ils planifiaient leurs chantiers pour dégager les ressources financières nécessaires aux travaux et aussi pour s'assurer un approvisionnement suffisant et constant en matériaux, au moins pour les premières phases. Bois, pierre, métal. Et c'est aussi ce qui a dû se passer pour le vitrail.
Il faut toujours garder en tête que le vitrail fait partie de l'architecture, il assure le clos, et on ne laisse pas un édifice ouvert à tous les vents et à toutes les pluies. Et on voit pour ces grandes constructions que la vitrerie, la réalisation des vitraux, eh bien, elle suit de très très près le chantier d'architecture. Donc il a fallu réunir là aussi les matériaux nécessaires à la réalisation des vitraux. On observe que des peintres verriers ont parfois puisé dans un même stock de verre. En effet, on retrouve certaines nuances particulières dans différentes baies mises en œuvre par différents ateliers, sur plusieurs chantiers d'ailleurs. À la cathédrale de Bourges, dans les parties basses, un rose qu'on associe volontiers au maître du bon samaritain, qui l'a beaucoup employé, en fait, a été utilisé dans toutes les baies des parties basses du chœur et par tous les ateliers. Ici, trois photos. À gauche, un détail d'un vitrail exécuté par le maître du bon samaritain. Au sommet, vous avez Dieu le Père avec un manteau de ce rose si particulier qui est presque un rose bonbon. Eh bien, on le retrouve chez un autre atelier, dans le vitrail de Saint-Denis par l'atelier du Jugement dernier. Même chose dans une autre verrière par le maître de l'invention des reliques de Saint-Étienne pour le lion qui fait partie des animaux sauvages qui gardent la dépouille du saint. Donc voilà, une nuance en fait qui est utilisée par tous ces ateliers. Même chose pour un jaune citron qu'on associe souvent au maître de l'invention des reliques de Saint-Étienne, mais en réalité, il a servi pour toutes les bases du chœur par tous les ateliers. Donc on peut supposer qu'on a puisé dans un même lot de verre, et cela a pu être démontré scientifiquement pour la Sainte-Chapelle. Myrtille Luneau a réalisé des analyses physico-chimiques sur plusieurs verres des vitraux du XIIIe siècle de la Sainte-Chapelle. Donc j'ai extrait cette planche de son article où vous avez les photos des panneaux analysés et leur situation dans la chapelle. Elle s'est intéressée à la composition très particulière de certains verres et elle a montré que les mêmes verres ont été employés dans différentes fenêtres par les trois ateliers qui ont travaillé dans les verrières de la Sainte-Chapelle au XIIIe. Donc on a bien eu un même stock de verres, sans doute mis à disposition des différents ateliers par le commanditaire qui l'avait réuni et qui, comme ça, s'assurait d'une bonne marche des travaux de réalisation des vitraux. Autre élément aussi, la fabrication du verre, bien sûr, au Moyen-Âge reste empirique et la mesure des éléments, ceux qui vont donner la coloration, est imprécise. Les compositions peuvent varier, c'est ce qui a été mis en exergue pour la Sainte-Chapelle, par exemple. Et c'est aussi ce qu'on observe, encore à Bourges, dans le chœur et la nef, vitrés en différentes phases. Dans les parties basses du chœur, on trouve l'emploi de deux lots de verre totalement différents. Une partie de ces verres est restée très translucide, elle s'est peu corrodée, on a quelques piqûres, quelques cratères en face externe, mais les couleurs sont restées éclatantes. En revanche, l'autre lot de verre a subi un sort très différent, il est devenu presque opaque, ses couleurs sont comme éteintes et altérées. On trouve ces verres issus de deux lots différents dans tout le chœur, utilisés par tous les ateliers, parfois dans un même panneau, voire un même personnage. On peut avoir un bout du drapé qui est parfaitement translucide et l'autre bout complètement opaque. Ces verres devaient donc avoir un aspect identique, mais leur composition est certainement différente, ce qui a déterminé une conservation aléatoire au cours des siècles. Mais là encore, évidemment, seules des analyses physico-chimiques nous permettront de connaître cette composition des verres des parties basses du chœur de Bourges. Sur cette diapositive, vous avez un vitrail qui représente la parabole de Lazare et du mauvais riche. Je pense que vous voyez tout de suite dans la vue d'ensemble la différence de tonalité entre le haut du vitrail et le bas. Le haut du vitrail ainsi que deux panneaux d'ornement, ce qu'on appelle des mosaïques, un peu plus bas. On a l'impression que la partie haute est beaucoup plus dense, beaucoup plus sombre et très rougeoyante. Eh bien, cet effet, il est dû au comportement des verres bleus qui est différent. Les verres bleus qui se trouvent dans la partie haute du vitrail, évidemment, je ne considère que des verres qui sont vraiment du XIIIe siècle, pas des verres de restauration, eh bien, ces verres bleus se sont altérés, sont devenus opaques. Ils apparaissent complètement grisâtres quand on est dans l'édifice. Et comme ils sont opaques, eh bien, c'est le verre rouge qui ne s'est pas altéré qui prend le dessus, d'où cette tonalité très rougeoyante et ce côté très sombre. Et on retrouve le même phénomène dans les scènes. Si vous regardez les chairs des personnages, vous avez des visages qui sont tantôt un peu jaunes, un peu ocre. Regardez aussi l'âme que tient Abraham dans le linge.
et d'autres visages qui sont restés presque translucides, quasi incolores. Regardez aussi les verres qui devaient être blancs, le linge que tient Abraham, la nappe du mauvais riche. Eh bien, c'était des verres blancs, mais qui se sont tellement altérés que parfois on a du mal à les différencier de verres jaunes. Au sein de la production d'une époque, au XIIIe siècle, certains verres se distinguent. Dans un monde où on privilégie ce qu'on appelle un rouge dit fouetté, entre guillemets, c'est un rouge irrégulier avec des vibrations très particulières, les verres rouges de la Rose Sud de Notre-Dame, que j'ai pu voir avec Elisabeth Pillet et Michel Hérold, nous interpellent par leur différence par rapport aux autres. Donc, sur la diapositive, vous avez une photo d'un détail d'un panneau de la Rose Nord et une photo d'un détail d'un panneau de la Rose Sud. Il y a effectivement 2 décennies qui les séparent. À droite, la tunique du personnage est taillée dans un vert rouge fouetté, dont la teinte est irrégulière, ça va du rouge très, très vif à un orangé, voire un rosé dans le creux du bras. Et puis à côté, quelque chose de radicalement différent, beaucoup plus homogène. Ces verres que nous avons vus sont plus fins, ils sont plus réguliers, la couche rouge est très homogène et très fine, au point qu'elle s'est souvent altérée par rapport aux autres verres. Là encore, eh bien, on espère que dans les années qui viendront, peut-être des analyses physico-chimiques, lorsqu'on pourra restaurer les roses de Notre-Dame, permettront de comprendre comment ont été faits ces verres rouges de la Rose Sud, qui sont si différents de ce qu'on a l'habitude de voir au XIIIe siècle. Les verres sont alors produits de 2 façons, en cive, c'est-à-dire en plateau ou en disque, ou en manchon. Mais pour les chantiers des grandes cathédrales, des grands édifices du XIIIe siècle au nord de la Loire, eh bien, on est vraiment sur de la cive. Le mode de soufflage est souvent visible à l'œil nu, avec des stries concentriques qui sont caractéristiques. Alors bien sûr, je suis d'accord, nous ne sommes pas en France, nous ne sommes pas au XIIIe siècle, mais je trouve la photo qui est très pédagogique pour comprendre ce mode de soufflage. On est à la fin du XIVe siècle à Florence, un détail du vitrail d'Antoine de Pise, et pour la tunique de Saint-Louis de Toulouse, on voit très nettement le mode du soufflage, tant le verre est irrégulier avec ses stries concentriques caractéristiques du soufflage en cive. La présence d'un bord de cive a permis de déduire, pour les vitraux des baies hautes de Tours, dans les années 1250-1260, la taille des cives dont le diamètre pouvait atteindre 80 cm. Le mode de soufflage, vous le voyez, entraîne des variations d'épaisseur et la présence d'impuretés entraîne des accidents de coloration. Mais pourtant, l'art du peintre verrier consiste à tirer profit de ce que nous voyons improprement comme des défauts et qui peuvent être une véritable richesse. C'est comme ça que l'a pris Antoine de Pise pour la tunique de Saint-Louis de Toulouse. Il a senti tout le parti qu'il pouvait tirer de ces cives irrégulières qui vont du rose à peine teinté au violacé. Et en fait, c'est le matériau qui donne tout le relief, tout le modelé du tissu. Il y a très peu d'effets picturaux, très peu de peinture. Tout repose sur le verre et sa mise en œuvre, et sur l'irrégularité du verre. Il n'est pas rare non plus de constater que la totalité d'une feuille de verre a été employée jusque dans ses plus gros défauts, notamment le centre de la cive, ce qu'on appelle la boudine, c'est-à-dire l'endroit épais qui correspond à l'arrachement du pontil. Donc c'est épais, plus compliqué à mettre en plomb, et puis surtout comme c'est épais, la couleur est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus sombre. On aurait pu imaginer que cette partie de la feuille de verre ait été laissée de côté. En réalité, elle est employée. Rien n'est laissé de côté dans la feuille de verre, donc sur ce petit morceau de décor du XIIIe siècle. C'est un décor de mosaïque. Vous voyez un verre blanc avec au revers la trace d'arrachement du pontil qui est très nette et une variation d'épaisseur assez importante. Ces centres de cive, on les trouve absolument partout dans ces vitraux du XIIIe siècle, dans les bordures, dans les fonds et même dans les drapés des personnages. Pour réaliser un vitrail, Michel vous avait expliqué l'année dernière qu'on produisait déjà un modèle à petite échelle qu'on appelle la maquette. La maquette contient l'essentiel de la composition. C'est le document sur lequel l'artiste et le commanditaire vont se mettre d'accord sur l'iconographie, sur l'esthétique générale de l'œuvre. Mais ce n'est pas suffisant pour réaliser un vitrail. Après la maquette vient la réalisation du carton. Alors ce terme est impropre pour le Moyen-Âge, on n'a pas de carton, mais on employa certainement du tissu, comme l'a suggéré Madeleine Cavinès.
Ce carton, entre guillemets, est à grandeur et il présente tous les éléments esthétiques et techniques du vitrail à réaliser. C'est vraiment la base sur laquelle on va faire la verrière. Mais ces cartons peuvent être adaptés, modifiés et bien sûr remployés. Je vous renvoie pour cela aux études faites par Madeleine Cabinès sur les vitraux des XIIe et XIIIe siècles et celles faites par Michel Hérold pour des périodes plus récentes, XVe et XVIe. Alors bien sûr, le remploi de carton, c'est une économie de chantier. Comment faire vite, de la manière la plus rationnelle possible? On remploie les cartons. Mais il ne faut pas en conclure que ce remploi de carton signifie que l'œuvre est de moindre qualité qu'une autre, qui ne reposerait pas sur un carton répété. Ça n'a rien à voir. Le remploi de carton se comprend dans le cas de la réalisation d'éléments répétitifs. Pensez aux bordures des vitraux des XIIe et XIIIe siècles. Il y a souvent, en fait, dans un vitrail du XIIIe siècle, plus de panneaux de bordure que de panneaux figurés. Ces panneaux de bordure, ils représentent toujours le même motif qui est répété tout autour de la lancette. Donc on le fait sur le même carton, logique. Même chose des grands personnages. Un collège apostolique, c'est 12 personnes minimum. On peut ajouter des prophètes. Il s'agit toujours de personnages debout, de face ou de trois quarts, avec ou sans attributs. La tentation est grande d'utiliser les mêmes cartons. Même chose, tous les anges qui parsèment certaines roses des édifices du XIIIe siècle. Et enfin, une iconographie comme l'arbre de Jessé semble appeler le remploi de carton. Un arbre de Jessé, c'est une série de rois assis dans des feuillages superposés les uns aux autres, avec à chaque fois des prophètes qui les flanquent de chaque côté. L'un des cas les plus anciens connus du remploi de carton, c'est celui des anges qui soutiennent la mandorle du Christ au sommet de la crucifixion de Poitiers vers 1165. Alors, c'est un exemple qui est très bien parce que ça vous montre que le remploi de carton n'a rien à voir avec la qualité moindre de l'œuvre. On est là sur une œuvre qui est exceptionnelle à tous les titres, exceptionnelle dans les matériaux employés, dans la mise en œuvre, dans l'iconographie et dans la peinture. Pour faire les deux anges, dans ces attitudes très contournées qui soutiennent le Christ de l'Ascension, eh bien, on a eu recours à un même carton. On a fait l'un des anges sur ce carton, on a retourné le carton et on a exécuté l'ange symétrique. On va parfois employer les cartons à très grande échelle, d'un édifice à l'autre. Le cas d'école est celui qu'a étudié Madeleine Cabinès pour les grands personnages de Sens, Brenne et Canterbury, à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle. À la cathédrale de Bourges, les baies intermédiaires et hautes du chœur présentent des grands personnages qui sont basés sur le principe du remploi de carton poussé à l'extrême, à sa plus grande rationalisation. On a dissocié les têtes des corps des personnages, les bordures, les dais, et on a tout recombiné à l'infini, en changeant seulement les attributs ou les couleurs, et en retournant parfois certains cartons. On a pu retourner une tête, retourner un corps, retourner les deux. Ici, donc, un exemple sur deux verrières des parties hautes du chœur de la cathédrale de Bourges, côté nord, des prophètes. Vous avez Michée à gauche qui vient de la baie 209 et Sophonie et Naoum dans la baie 211. Quand vous regardez les photos, très vite, vous comprenez qu'il s'agit du même personnage, en fait. Ce sont les mêmes corps, ce sont les mêmes têtes. La tête de Naoum a été faite sur le carton retourné pour donner l'impression qu'il dialogue avec ses compagnons. Ce sont les mêmes bordures et ce sont les mêmes dais. On a seulement changé les couleurs. Donc, j'ai aussi dessiné les réseaux de plomb des trois personnages, des corps et des têtes. Je les ai superposés et on est vraiment sur les mêmes cartons qui sont employés. Alors, ce qui est intéressant aussi dans les parties hautes du chœur de Bourges, c'est qu'on se rend compte que les cartons ont été mis en commun par les deux ateliers qui ont travaillé là. Il y a deux ateliers de peintres verriers qui ont fait les vitraux des parties hautes de Bourges avec une façon de concevoir les personnages, surtout leurs drapés, et une façon de peindre très différente. On les reconnaît au premier coup d'œil et on voit qu'ils ont mis en commun leurs cartons parce que parfois un peintre est contraint de travailler sur un carton qu'il n'a pas donné. Et on sent qu'il est très maladroit pour adapter sa peinture à un système de draperie qui n'est pas du tout le sien, en fait, et qui est conditionné par le carton et la mise en plomb qui a été choisie. L'étude aussi des cartons et de leur emploi à Bourges a permis de conclure que ces grands personnages, très impressionnants et souvent d'une très grande qualité picturale,
Ces grands personnages ne sont pas une première édition. Certains d'entre eux avaient dû être conçus pour un autre édifice. Bourges est une deuxième édition pour certains d'entre eux. Et puis, ça a permis aussi de voir l'étude des cartons et de leur répartition dans les parties hautes du chœur. Ça a permis de voir que les vitraux des parties hautes de Bourges ont été vitrés d'un seul bloc. Alors, je ne vous demande pas du tout d'essayer de déchiffrer mon plan avec les pastilles. En fait, les pastilles m'ont permis de voir comment étaient répartis les cartons. Ici, pour les têtes et les corps, je fais la même chose pour les dais et les bordures. Donc, dans le chœur et dans les parties intermédiaires. Et en fait, tout a été fait en un seul bloc. La nécessité d'aller vite a entraîné des approximations, bien sûr. Alors, il y a des approximations qu'on assume et qui deviennent un peu canoniques. C'est-à-dire que pour faire des éléments en miroir, normalement, on retourne le carton. Parfois, pour aller vite, on ne retourne pas le carton. On exécute tout sur le même carton, mais on retourne le panneau, notamment pour des bordures. Donc, c'est fréquent d'avoir une bordure d'un côté, peinture face interne, ce qui est normal, et la symétrique avec la peinture face externe. Donc, vous dire qu'elle est très mal tenue. Classique pour les bordures et très, très, très classique pour les têtes de lancette. Alors, j'ai pris un exemple, c'est le dernier exemple que j'ai vu. On a vraiment l'habitude de voir ça un peu partout. Dans les parties hautes d'une verrière du transept sud de Chartres, au XIIIe siècle, les deux panneaux qui forment le sommet de la lancette ont été faits sur le même carton. Le panneau de gauche, la peinture est en face interne, et le panneau de droite qui a été fait sur le même carton, mais le panneau retourné pour faire la symétrie, eh bien, la peinture était en face externe, et bien sûr, elle est presque complètement effacée. L'iconographie, bien sûr, était définie dès la maquette. Ça fait partie des éléments principaux quand on crée le vitrail. Mais je ne sais pas si c'est dû au remploi mal maîtrisé de carton, à trop de hâte, les deux certainement. Parfois, on arrive à des erreurs vraiment grossières. En la matière, je dois dire que le pire assemblage d'erreurs que j'ai pu voir, c'est la baie 124 de Chartres, que j'ai pu voir récemment avec Véronique Soulet. La baie 124 de Chartres fait partie d'un ensemble de 3 verrières qui se trouvent au bout du bras sud du transept. Il y a 2 baies à 2 lancettes sous rose et une grande rose avec 5 lancettes. Elles ont été offertes par Pierre Mauclerc. Pierre Mauclerc et sa famille sont représentés en donateurs. Normalement, la baie 124 était conçue en symétrie de la baie 120 qui est en face. Dans la baie 120, on a en partie basse Pierre Mauclerc en train de prier vers la rose devant ses armoiries. Mais dans la baie 124, la donatrice, là, a été réalisée dans des conditions assez acrobatiques. La donatrice, c'est la femme de Pierre Mauclerc, Alix de Thouars. Alors, je vous rassure, les photos ont été prises en cours de restauration. Donc, des éléments très fragiles n'avaient pas encore été réintégrés et puis les retouches n'étaient pas finies. Alors, Alix de Thouars devait prendre un petit peu la même place que Pierre Mauclerc. Mais, dans un premier temps, elle se trouvait du mauvais sens. C'est-à-dire qu'elle ne priait pas vers la rose, mais vers la croisée du transept. Et elle tournait le dos à ses armoiries. Il y avait vraiment une erreur de montage qu'on a dû constater en montant les panneaux et qu'on a essayé de rattraper. Alors, on a rattrapé de 2 façons, la façon compliquée et la façon simple. Le personnage est fait sur 2 panneaux. Pour le haut du corps, on s'est lancé dans quelque chose de très compliqué. On a découpé le corps du personnage et on l'a retourné, alors qu'il était plus simple de tourner carrément le panneau. Pour les pieds du personnage, là, on ne s'est pas donné trop de mal, on a complètement tourné le panneau. Donc, la peinture est en face externe. Tout ça parce qu'on s'est trompé en réalisant ce personnage. Et pourquoi on s'est trompé? Eh bien, parce que c'est une erreur dans le remploi de carton. Pour faire Alix de Thouars, eh bien, on s'est basé sur le carton de Pierre Mauclerc. Alors, mon problème était Alix de Thouars, c'est pour ça que j'ai fait un schéma très rapide du réseau de plomb des 2 panneaux d'Alix de Thouars. Et ensuite, j'ai retourné les schémas et je les ai placés sur la figure de Pierre Mauclerc. Donc, la figure de Pierre Mauclerc servait de modèle à Alix de Thouars. Et on avait adapté le carton pour représenter une femme avec un touret et une longue tunique plutôt que des choses avec des étriers. Seulement, en faisant ça, on a oublié une chose capitale, c'est qu'il fallait retourner le carton. D'où cette erreur et ce rattrapage in extremis en retournant les panneaux pour qu'Alix de Thouars soit tournée du bon côté.
C'était déjà beaucoup, mais c'était pas tout. Pour couronner le tout, on s'est trompé dans les inscriptions. Au-dessus de la donatrice se trouve un prophète, Michée, qui tient un phylactère avec son nom. Mais encore au-dessus de la tête de Michée, dans le dais, on trouve une inscription, et qui nomme cette fois-ci Zacharie. En fait, l'inscription, elle n'a pas été conçue pour ce vitrail, elle a été conçue pour le vitrail d'en face. Il y a vraiment eu un méli-mélo quand on a fait ces deux vitraux, qui sont en très grande partie basés sur les mêmes cartons. Les prophètes, ce sont les mêmes cartons, en fait. Et on s'est trompé à plein d'échelles en faisant la donatrice et puis en insérant les inscriptions. Ça vous montre que ce sont des chantiers qui se font certainement si vite que ça génère des erreurs considérables. Bien sûr, la prise de dimension, le choix de la serrurerie sont déterminés à l'avance. Ça conditionne les formes des panneaux et leur taille, bien sûr. Antoine de Pise insiste sur la façon de mesurer le plus justement possible l'arc, mais on remarque quand même des erreurs. Alors, je ne compte pas dans les erreurs les rattrapages dans les roses, parce que dans une rose médiévale, vous n'avez jamais un écoinçon ou un lobe qui soit identique à l'autre. Donc, c'est assez classique de voir des panneaux légèrement retaillés, des bouts de filet ajoutés ici et là pour adapter un panneau à une courbure qui est différente de celle d'à côté. Mais on a quand même des vitraux trop petits. La cathédrale de Bourges, Saint-Père et Saint-Paul sont situés près de l'axe et ils présentent au sommet de chaque lancette un rattrapage assez conséquent. Alors c'est bien fait, mais on voit quand même bien les traces de ce qu'on appelle les coutures, donc ce plomb que vous voyez au sommet du dais, juste avant la bordure. Alors deux explications possibles. Soit on s'est trompé dans les dimensions, dans la courbure de la baie. Je n'y crois pas trop parce que la bordure, elle s'y adapte parfaitement. C'est plutôt un problème entre le dais et la bordure. D'où une deuxième explication sans doute plus proche de la réalité. Il s'agit d'un problème lié au remploi d'un carton prévu pour un autre édifice avec des fenêtres plus petites. Autre exemple d'approximation un peu gênante, dans les parties intermédiaires de la même cathédrale. Donc, ce ne sont plus des prophètes et des apôtres, ce sont des saints archevêques, avec quand même des choses curieuses. Dans cette baie-là, vous avez deux saints archevêques, vous repérez tout de suite que c'est les mêmes cartons pour les corps, mais avec des problèmes d'ajustement. Le bon ajustement, c'est celui de droite, avec un personnage qui est sur un fond qui est ici rouge, assez large, qui laisse respirer la figure, et une bordure qui est rejetée contre les ébrasements. C'est vraiment un agencement classique. Pour une raison que je n'explique pas, le personnage d'à côté a été mal conçu. En fait, la bordure est venue prendre littéralement en tenaille la figure. Il n'y a presque pas de fond. Le fond devait être bleu, mais il n'y a presque pas de champ libre. Et le résultat de ça, cette figure qui est prise en tenaille par sa bordure, eh c'est qu'en fait, on se retrouve avec un vitrail qui est trop étroit par rapport à l'ouverture. D'où l'ajout, au XIIIe siècle, dès le montage de la verrière, d'une toute petite bordure géométrique de triangle pour rattraper ce problème de taille de lancette. Les modifications de la serrurerie sont plutôt le fruit de restauration ultérieure. La serrurerie, ce sont les armatures en fer qui tiennent les panneaux. Mais toujours à Bourges, eh bien, on va voir des différences dans la serrurerie. On a deux types de panneautage, c'est-à-dire de forme et de taille de panneaux dans les parties hautes du chœur, partie intermédiaire et partie haute. On a tantôt, au centre, c'est toujours 3 panneaux par registre. Au centre, on a tantôt des panneaux très larges rectangulaires, tantôt des panneaux plus étroits, quasiment carrés. C'est très aléatoire dans les baies intermédiaires, ça n'a aucun lien avec la taille des lancettes. En revanche, pour les baies supérieures, c'est certainement lié à des questions d'architecture. En effet, dans les travées droites des parties supérieures, on a 3 lancettes. La lancette centrale est plus large, légèrement plus large. Donc, on a adapté la serrurerie à la taille de l'ouverture et donc le panneautage en découle. Il y a quand même des choses un petit peu curieuses. Agé et Jonas, donc Agé est dans une lancette latérale étroite avec des panneaux centraux assez larges, rectangulaires, et Jonas est dans une lancette centrale avec des panneaux centraux qui sont plutôt carrés. Eh bien, quand on regarde le réseau de plomb, il s'agit du même carton. Donc, les cartons préexistaient au choix définitif de la serrurerie. Et ce qui est curieux, c'est que ces cartons sont dus au même atelier à chaque fois.
Les exemples de serrurerie médiévale sont peut-être moins rares qu'on pourrait le penser de prime abord. En effet, les barlotières, dans une moindre mesure peut-être les feuillards, ont d'abord sans doute été transformées, adaptées et modifiées avant d'être changées. Chartres et la cathédrale de Poitiers conservent ainsi une partie de leur serrurerie médiévale, réadaptée respectivement au XVe et au XVIIIe siècle, pour être définitivement ancrée dans les ébrasements des baies. Donc la photo de gauche vous montre une barlotière de la cathédrale de Chartres pendant une restauration. Elle était descellée et on voit très bien la soudure et la partie qui a été ajoutée au XVe siècle. Nous avons les textes, donc là on est absolument sûr de la datation, de la transformation. À Bourges, contrairement à ce que l'on aurait pu croire, étant donné l'ampleur des restaurations menées dans les parties hautes de la nef, dans les grisailles, eh bien, une partie des fers est bel et bien ancienne, modifiée, certainement dès le XVIIIe siècle, parce que les textes nous indiquent qu'on est beaucoup intervenu sur les armatures, et peut-être encore au XIXe siècle. Jamais je n'aurais parié trouver des fers anciens dans les parties hautes de Bourges. Je pensais que tout avait été changé au XIXe. Et bien, surprise, méfiance, on peut avoir encore des armatures anciennes qui subsistent. Au Moyen-Âge, les peintres variés travaillent sur une table blanchie. Alors Théophile nous dit avec de la craie, on parle de chaux, on parle de peinture aussi. Sur cette table, on va reproduire les parties du carton sur lesquelles on travaille. Cette table sert à beaucoup d'étapes du vitrail. Elle va servir à couper les verres, elle va servir à peindre les verres et ensuite à faire la mise en plomb, l'assemblage définitif. Donc, la pratique est connue par les textes et par un très rare témoin, la table de Gérone. Je vous engage à consulter le livre récent d'Anna Santolaria Tura consacré à cette table et aux dernières analyses qui ont été menées dessus. Alors, sur la table de Gérone, vous voyez qu'on trouve le réseau de plomb qui est représenté, quelques éléments de peinture. Alors ici, ce sont des éléments répétitifs, des éléments d'architecture et de mosaïque. Donc on a juste représenté le détail d'un feuillage dans le gable, sous-entendu, eh bien faites la même chose partout. Et puis on trouve des lettres sur chaque pièce qui doivent certainement se référer aux colorations des verres à choisir pour faire le vitrail. Les étapes habituelles, je vous mets quelques extraits du traité de Théophile, consiste à poser la plaque de verre sur la table, à tracer à l'aide de craie diluée dans de l'eau ou de céruse. Théophile parle de craie, d'autres parlent de céruse. On trace le contour des pièces à couper, puis on les coupe à l'aide d'un fer chaud, qui permet souvent des découpes complexes qu'on ne peut pas faire autrement. Les pièces sont ensuite assemblées provisoirement sur la table pour être peintes. Quand la peinture est posée, on recuit les verres pour fixer la peinture et on finit par faire l'assemblage définitif. Tout le processus est décrit dans les traités. Pourtant, certains artistes pressés ont pu procéder autrement. C'est le cas de l'un des membres de l'atelier de saint Thomas Becket à Chartres. C'est un atelier où il donne le nom du vitrail de Thomas Becket qui se situe dans les parties basses. Donc, il a travaillé en partie basse et aussi dans les parties hautes de la cathédrale, notamment dans le bras sud du transept, où il a fait les vitraux de Saint-Pierre et Saint-Paul et une partie du vitrail de Saint-Denis. Ce peintre a commencé par placer sa feuille de verre sur la table pour tracer la coupe des verres, mais ensuite il a grillé les étapes. Il a d'abord marqué le contour des pièces, non pas à la craie ou à la céruse avec un pinceau fin, mais avec un très large pinceau à la grisaille directement. Ensuite, il a peint directement ce qu'il avait à peindre, en l'occurrence des drapés, et puis après il a coupé. Alors on voit ici sur la photo, vous voyez, d'en bas on ne voit absolument rien, c'est vraiment un atelier qu'on voit des choses pareilles. On voit le plomb ici, et on voit au-dessus et en dessous le tracé de coupe qui est fait à la grisaille avec un pinceau qui est aussi large que celui qui a servi à faire les drapés. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que vous voyez, c'est un peintre qui fait des figures très classicisantes, c'est que son réseau de plomb n'est pas toujours d'une logique implacable. Le réseau de plomb, il joue un rôle considérable. Il sert à assembler les pièces, mais il a aussi un rôle important dans la lecture du vitrail. Il va renforcer les lignes directrices d'un personnage, d'une composition, d'un drapé. Et normalement, il suit la logique du dessin. Eh bien, ici, pour ces panneaux, puisque nous avions le tracé de coupe, donc on avait la coupe originale des pièces, on a pu retrouver le chemin de plomb original
Et on s'est rendu compte que ce chemin de plomb ne suit pas toujours les grandes lignes du dessin. On a vu avec Bourges, quand je vous parlais de la mise en commun des cartons, qu'il y a certainement eu un travail de collaboration entre les ateliers. Effectivement, la production de vitraux, la peinture sur verre sur ce type de grand chantier à ce moment-là est en partie une affaire collective. Je vous renvoie à l'étude fondatrice de Claudine Lautier sur les peintres verriers des parties basses de la nef de Chartres, qui a permis de mieux cerner le phénomène et de mieux le comprendre. Mais ce n'est pas propre à Chartres, on le retrouve sur tous ces grands chantiers des cathédrales qui ont conservé une partie de leur vitrerie pour le XIIIe siècle. Les différences de mains sont parfois flagrantes et parfois dans le même panneau, on peut isoler deux peintres différents qui ont travaillé ensemble. Par exemple, à la chapelle de la Vierge du Mans, dans la baie d'Axe, la Nouvelle Alliance, on a deux peintres qui ont travaillé sur le même vitrail en même temps. L'un des deux, celui qui a fait le panneau que j'ai mis à gauche, est tout à fait en raccord avec ce que nous conservons des autres vitraux des parties basses de la cathédrale du Mans dans les années 1230. Le deuxième, ce qui correspond au détail que je vous mets à droite, n'a absolument rien à voir, il est pourtant contemporain. En fait, ce peintre, il vient de Bourges et on le retrouve à Angers dans les mêmes années. Donc vraiment, je pense que c'est visible, même pour un œil qui n'est pas averti, cette différence de peinture est vraiment évidente. Ce sont des panneaux qui sont tout à fait contemporains, mais pas par les mêmes artistes. Donc ces différences de style, dans ce contexte très précis de ces grands chantiers de vitrerie du XIIIe siècle, ne doivent pas forcément nous surprendre, ni nous laisser croire qu'il s'agit à chaque fois de restauration. Mais c'est vraiment ce contexte très particulier. Selon Théophile, l'application de la peinture se faisait en 3 temps, avec 3 tons différents de grisaille pour ombrer ou tracer. Mais dans la majorité des cas que mes collègues et moi avons pu observer, eh bien, on se limite souvent à 2 tons seulement. Un premier lavis très pâle, appliqué largement pour définir les contours, creuser les visages et les draper, et puis un trait plus épais qui va donner la physionomie et les plis des vêtements. Ici, à Chartres, le détail du visage du Christ dans une scène de l'histoire des apôtres. Vous voyez bien ce premier lavis qui est posé d'abord à peine teinté, qui donne les zones de la chevelure, la courbure du cou, la barbe, l'arête du nez et le creux des yeux, et puis la petite ride sur le front. Et ensuite, une peinture beaucoup plus épaisse, plus large, qui nous permet de donner tous les traits du visage. Bien sûr, l'application de la peinture, comme n'importe quel support où il y a de la peinture, eh bien, l'application de la peinture dépend de chaque artiste, de sa façon de peindre, de sa personnalité. Certains vont travailler à grands traits, d'autres, au contraire, vont jouer sur les détails, les choses les plus raffinées possibles, vont utiliser l'enlevé, c'est-à-dire on va retirer de la matière avec une épingle ou avec le bout du manche en bois du pinceau. D'autres vont avoir une peinture très fluide, d'autres encore vont jouer sur des empattements, par exemple l'un des peintres de la crucifixion de Poitiers, ou encore l'un des peintres des vitraux de Châlons que j'ai pu voir récemment avec Sylvie Balcon. Donc, la photo, je conviens, n'est pas terrible, mais elle vous montre, elle vous donne à toucher presque le relief de cette peinture, avec un lavis qui est assez sombre, qui donne bien toutes les grandes zones du visage, l'ovale, le cou, la chevelure, le nez, les yeux et la bouche. Des petites reprises à l'enlevé dans la courbure du cou et juste à la base du front. Et puis une peinture, des traits qui sont vraiment très en relief, avec une peinture très épaisse. Pour moduler ou renforcer le modelé, on a pu parfois appliquer un lavis en face externe. Alors ce procédé n'était sans doute pas très rare, mais vous en doutez bien, il est mal conservé parce que du coup, la peinture du lavis se trouvait en face externe et elle a mal tenu. Soit elle a disparu sous les couches de corrosion, soit tout simplement elle est partie et il ne reste que la trace. C'est le cas ici à la Sainte-Chapelle, pour le drapé du rouge du roi. On voit au revers les traces du lavis qui devait servir à renforcer les creux du tissu et renforcer le modelé de l'étoffe. Alors, nous avons vu jusqu'à présent des panneaux, des vitraux figurés, avec des figures, des scènes, mais il y a un autre type de décor qui a été très en vogue parallèlement au XIIe et au XIIIe siècle dans ces grands édifices, qu'il s'agisse d'abbatiales,
de cathédrale ou encore de paroissiale, il s'agit du décor de la grisaille. Sur ce type de décor, je vous renvoie au livre de Michael Burger pour la sphère germanique. Alors c'est vrai que les motifs sont différents de ce que nous avons en France, mais le livre est très intéressant sur la mise en place de ce décor incolore dans les édifices et sur les schémas de composition des grisailles. Le principe consiste à mettre en œuvre principalement du verre incolore avec parfois des rehauts de couleurs. Ça peut être des filets, ça peut être des pastilles comme ici à Poitiers ou encore des bordures. Le décor va combiner des motifs géométriques et végétaux avec des lignes directrices qui sont données par les plombs et des filets incolores ou filets colorés lorsqu'il y en a. Les feuillages, essentiellement au XIIIe siècle, des rinceaux et des palmettes stylisées sur un fond de résille que vous devinez dans l'arrière-plan du vitrail de Poitiers, ce qu'on appelle des cages à mouches au XIIIe siècle. Eh bien, ces feuillages vont se glisser dans les motifs géométriques en suivant la composition générale. Ils vont aussi passer par-dessus ou par-dessous les lignes directrices du dessin. Les motifs géométriques vont être entrelacés, combinés les uns aux autres. Donc, on aboutit finalement à un schéma complexe qui va se répéter sur toute la hauteur de la lancette. Jusqu'au dernier quart du XIIIe siècle, on est souvent sur un même module qui est répété d'un bout à l'autre de l'ouverture, avec une composition qui se fait à l'échelle du panneau ou à l'échelle d'un registre. Et ensuite, les motifs se combinent quand on met en place les panneaux. Pour ce genre de décor, on a eu recours à un tracé préparatoire servant de guide que l'on a observé à Chartres au milieu et dans le dernier quart du XIIIe siècle, à Tours dans les années 1250-1260 et surtout à Bourges à très grande échelle dans les années 1250. Alors, ces observations, pour l'instant, n'ont lieu que sur des vitraux à partir du milieu du XIIIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas eu avant, mais peut-être que notre attention n'a pas été attirée suffisamment sur ce type de tracé préparatoire, on n'a pas fait attention auparavant. Et puis, c'est vrai qu'on le voit si le verre est bien conservé. Alors, c'est un tracé dont ne parlent pas les traités. À vrai dire, les traités parlent peu des grisailles. Théophile en mentionne, mais il ne parle que de grisailles non peintes, donc pas de tracé préparatoire. Il semble qu'on a tracé le module de base sur la table du peintre verrier, puis on est venu poser la feuille de verre pour tracer la coupe et aussi tracer les motifs avec un trait fin à la peinture blanche. Ensuite, une fois que c'était fait, une fois que les verres étaient coupés, on est repassé sur le dessin préparatoire. Donc sur la face interne, on a repassé sur le tracé préparatoire avec un pinceau plus large et la véritable grisaille, donc foncée. Ce tracé devait rester invisible parce qu'on est venu peindre par-dessus. Mais parfois, on le voit réapparaître. On le voit réapparaître parce que parfois, le peintre verrier a un peu dévié du tracé préparatoire et on voit les deux traits côte à côte. Ou alors parce qu'il apparaît dans des zones non peintes. Alors, je suis d'accord, c'est très, très peu visible pour Tours. La photo est trop mauvaise, pardonnez-moi, mais en fait, le tracé préparatoire se poursuit ici, alors que le rinceau passe sous le filet incolore. Le tracé préparatoire se poursuit sans doute pour donner au peintre la direction de la suite du rinceau et sa conclusion avec la palmette. On le voit aussi réapparaître ici dans la face interne de ce vitrail de Bourges, parce que pour une raison que je ne m'explique pas, la grisaille a parfois très mal tenu sur ce tracé préparatoire. Donc la grisaille a sauté et c'est le tracé préparatoire qu'on va réapparaître, ce trait blanc ici, entre deux traits de grisaille. Et puis, dans le cas de la cathédrale de Bourges, les verres de ces parties de l'édifice sont très très bien conservés, sont très translucides et en fait, quand on retourne le panneau et qu'on regarde par transparence, on voit réapparaître tout le tracé préparatoire blanc sous la grisaille. Ce mode opératoire, jusqu'à présent, je ne l'ai vu employé que pour la grisaille, pas pour les scènes ni pour les figures. Alors, déjà, comment est-ce que je peux l'établir? Bien, pour Bourges, dans les parties hautes, c'est des verrières à 3 lancettes et roses. Les 3 lancettes, il y a de la grisaille, mais les roses, c'est de la pleine couleur avec des personnages. Et les verts sont aussi bien conservés. Or, dans les roses, il n'y a aucun tracé préparatoire. On ne le voit ni en face interne ni en face externe, rien du tout. En revanche, il est systématique pour les grisailles. Alors pourquoi? Est-ce que parce que le motif est complexe? Ou est-ce que peut-être
c'est parce qu'on travaillait parfois à la pièce et qu'on avait besoin de ce tracé préparatoire si on ne se référait pas à la table du peintre verrier. J'en parlerai un peu plus tard. Ce tracé préparatoire pour le XIIIe siècle se distingue de ce que décrit le moine de Zagane au XVe siècle. Alors, je vous ai mis la traduction du texte original, c'est un petit peu alambiqué, mais en fait le procédé est très simple. Il dit que au revers du verre, on peut tracer un dessin préparatoire à la grisaille, et par bien d'une grisaille, lui, et un tracé préparatoire qui peut être extrêmement succinct. Ensuite, on retourne le verre, on peint en face interne ce qu'il faut peindre avec tous les détails nécessaires, et quand c'est fait, on efface le tracé préparatoire sur l'autre face avec un tissu. Ce processus a été vu dans des vitraux suisses par Stefan Trümpler. Je lui ai emprunté l'image à Stauffberg et à Berne. Donc effectivement, il y a bien un tracé préparatoire qui est extrêmement succinct, qui subsiste à Stauffberg, mais qui est un tracé à la grisaille. Et il se distingue, je pense, de ce que je voyais pour le XIIIe siècle, parce que dans mes grisailles du XIIIe siècle, je vois un tracé qui est en face interne, très détaillé. Il donne vraiment toutes les lignes du décor qu'il va falloir réaliser définitivement à la grisaille. Et en plus, il semble que ce tracé préparatoire au XIIIe siècle n'est pas une grisaille. Alors, ces tracés de Bourges ont fait l'objet d'analyses grâce à Aglaé, par Claudine Loisel et Barbara Trichot. Les analyses ne sont pas tout à fait terminées pour leur interprétation, mais d'entrée de jeu, ce qui ressortait, c'est... Alors, je ne peux pas vous donner la composition puisque je ne l'ai pas encore, mais apparemment, ce n'était pas une grisaille. C'était une autre composition que la grisaille. On a quand même un élément intéressant, c'est qu'appartenaient dans des vitraux de fouilles des grisailles des années 1260-1270 qui proviennent des cordeliers de Parthenay. Et bien là, il y a quelques années, il y a eu des analyses, alors par un autre processus qu'Aglaé, et Brousveld a trouvé que ce dessin préparatoire n'était effectivement pas une grisaille, c'était du kaolin. Et effectivement, dans les Deux-Sèvres, on trouve du kaolin dans le sous-sol. Alors, je me demande s'il ne faudrait pas rapprocher cette pratique du tracé préparatoire qui ne serait pas une grisaille, kaolin ou autre chose, de l'utilisation de la craie diluée que décrit Théophile pour tracer le contour des pièces à couper. Est-ce qu'on n'a pas non plus utilisé de la craie diluée pour tracer ce dessin préparatoire des grisailles? Donc, pour l'instant, j'en suis là, et en même temps, les analyses d'Aglaé qui nous permettront de conclure pour savoir si le tracé observé à Bourges est à base de craie ou d'autre chose. On observe aussi, lorsqu'on voit les panneaux en cours de restauration, des marques qu'on appelle parfois hâtivement des marques de montage. Alors, elles sont tracées à la grisaille, au jaune d'argent à partir du XIVe siècle, à la pointe et généralement en face interne. Ces éléments représentent des dessins, des lettres, des signes basiques comme des cercles ou des croix, et même des chiffres. Plusieurs explications ont été envisagées. Pour Hélène Zakin ou Hilary Weymouth, il y a 3 possibilités. On peut avoir l'idée de faciliter le montage des panneaux en les repérant avec des signes. On peut essayer de faciliter d'identifier la production des peintres dans l'atelier, savoir exactement qui a fait quoi, qui a fait telle pièce. Ou alors, il s'agit peut-être de faciliter l'intégration des pièces dans leurs panneaux respectifs après leur recuisson. En fait, toutes ces hypothèses ne s'excluent pas nécessairement. Elles sont peut-être toutes valables, après c'est au cas par cas. À Chartres, dans l'une des grisailles du XIVe siècle, il y a une quantité énorme de marques. Il y a presque des marques sur chaque morceau de verre pour cette grisaille. Et l'étude de la répartition des marques les plus fréquentes dans chaque panneau, en fait, montre que ce n'est pas du tout lié au montage. Il n'y a aucune logique de montage là-dedans. C'est plutôt l'idée d'identifier les peintres de chaque élément de la grisaille. À Angers, dans la Rousse Sud, au milieu du XVe siècle, les marques, là aussi, abondent. Et contrairement à ce qu'on aurait pu supposer, il s'agit d'une rose, donc le montage est complexe, eh bien, ce n'est pas lié non plus au montage. À Chartres, dans la baie 124, cette fois-ci, le peintre qui a fait les palmettes les a toutes numérotées, avec des chiffres romains. Alors, c'est vraiment la numérotation des palmettes, ce n'est pas la numérotation des bordures, parce qu'il y a à chaque fois 2 palmettes dans chaque bordure, et chaque palmette a son petit numéro. Alors, tout de même, on peut trancher pour une autre verrière de Chartres.
Dans une rose de l'une des baies du transept sud, on voit que tous les lobes de la rose possèdent des marques. Tous les vers, peints ou non peints, sont marqués. Ici, donc sur ce lobe, ce sont des traits parallèles. L'hypothèse, c'est que ces marques ont servi à regrouper les vers qui allaient dans un même panneau. Parce que pour la recuisson, dont on va parler tout de suite, des vers pour fixer la peinture, eh bien, on pouvait en fournir ensemble des vers de différents panneaux. Donc ensuite, pour s'y retrouver, pour des choses très répétitives, comme des lobes avec toujours le même motif de rinceau, eh bien, on a pu marquer toutes les pièces pour savoir que tous les traits parallèles allaient dans le même panneau, tous les cercles dans tel autre, ainsi de suite, et faciliter le montage sans se tromper. Une fois peint, le verre est généralement recuit pour fixer la peinture. Cette étape très délicate a fait l'objet de l'attention des auteurs de traités, dont certains ont même fourni des croquis comme Formica. Alors, on nous dit qu'il faut agencer les pièces en fonction des couleurs des verres, en plaçant les chairs et les pourpres sur le dessus. Et on nous dit aussi qu'il faut éviter d'avoir plus de 2 couches superposées à enfourner. Ces couches sont séparées par de la chaux. En effet, si l'attention des auteurs et des praticiens se focalise là-dessus, c'est que le risque de surcuisson était considérable. Et la surcuisson peut aboutir à des verres qui sont inutilisables par la suite parce que les couleurs se sont complètement altérées, la surface du verre aussi. D'où cette attention à la cuisson. Parfois, on se rend compte que certains verres ont un petit peu flirté avec le circuit. Par exemple, sur la rose sud de la cathédrale d'Angers du milieu du XVe siècle, on voit des verres qui, nettement, ont été surcuits. Mais la surcuisson n'avait pas été trop loin, donc les couleurs n'étaient pas altérées, la translucidité non plus, donc ils ont été employés. On voit bien cet aspect de surface qui est caractéristique de ce qu'on appelle dans le jargon des verres bouillis, c'est-à-dire des petites bulles en relief, comme un aspect un peu grumeleux du verre. On trouve parfois au revers des pièces les traces d'un autre décor, ce qu'on appelle des images fantômes. La cause scientifique du phénomène n'est pas encore très claire. Pour Michael Cochrane, 2 hypothèses sont possibles. Soit c'est dû à la superposition des pièces dans l'atelier après leur peinture, on peint puis on entasse les pièces avant de les envoyer à la recuisson, ou alors c'est un transfert qui se produirait pendant la cuisson puisqu'on superpose au moins 2 couches de verre, mais normalement, il y a l'isolation par la chaux. J'aurais tendance à pencher pour la première hypothèse, celle de l'entassement des pièces dans l'atelier. Parce que pour les grisailles, alors uniquement pour les grisailles, ce n'est pas le cas pour les panneaux figurés quand on a des images fantômes, pour les grisailles et les motifs répétitifs, on se rend compte qu'il y a une superposition exacte, quasi exacte, entre l'image fantôme du revers et ce qui est peint en face interne. Donc on a l'impression, ici par exemple à Bourges, une bordure où les seuls éléments peints sont ces losanges à décor de fleurs de lys, on a l'impression qu'on a peint tous les verres d'un même module, ici tous les losanges avec les fleurs de lys, on a tout entassé les uns sur les autres, et puis ensuite c'est parti à la cuisson. Et en entassant, eh bien, il y aurait eu un transfert de la peinture de la pièce d'en dessous sur celle du dessus, d'où cette superposition exacte des motifs. Même chose pour la grisaille d'à côté, eh bien, les images fantômes se superposent quasi identiquement avec ce qui est peint en face interne. Donc on a peut-être là aussi peint tous ces mêmes modules, un peu, alors le thème est impropre pour cette période, mais un peu à la chaîne, en dehors du carton. Alors ce qui étaye un petit peu mon hypothèse d'une peinture presque à la chaîne, pièce à pièce, eh bien c'est le traitement des éléments de décor qui est parfois loin d'être soigné. Les rinceaux, on l'a vu, se détachent souvent au XIIIe siècle sur une résille qu'on appelle une cage à mouches. Ces cages à mouches sont réalisées à main levée au XIIIe siècle, elles ne sont pas faites au pochoir. Donc c'est à main levée et au bout d'un moment, on sent vraiment la lassitude du peintre verrier qui en a un petit peu assez de peindre ses réseaux, donc ça part un peu dans tous les sens, c'est pas très droit, parfois c'est inachevé. Et puis on voit que dans un panneau complet, eh bien ces cages à mouches ne sont pas toujours dans le même axe. Et parfois il n'y a pas une seule cage à mouches qui est dans le même axe que l'autre, que par rapport au verre d'à côté. D'où l'idée qu'on a peut-être peint pièce à pièce isolée par pièce isolée, sans vraiment se référer au carton. Et puis, tant pis, après, les réseaux ne sont pas tout à fait les résilles ne sont pas tout à fait dans le même axe.
Alors, ces phénomènes, c'est vraiment essayer d'approcher le détail de la façon dont on travaillait dans un atelier. Mais ça peut avoir aussi un autre intérêt, c'est qu'on peut voir, grâce à ces images fantômes, qu'on a travaillé sur différents panneaux en même temps. Si on trouve une image fantôme qui appartient à un autre panneau, sur un autre. On a travaillé en même temps, c'est parti, ça a été fait en même temps, peint en même temps, et puis peut-être cuit ensemble. C'est encore plus intéressant quand on trouve des images fantômes de deux verrières différentes, parce que là, ça veut dire qu'elles ont été faites ensemble. Et ça peut aider à étayer une chronologie. À la Trinité de Vendôme, dans les parties hautes, on peut établir que les grisailles ont été exécutées en même temps que les panneaux figurés du XIVe siècle. Pourquoi? Parce que les images fantômes des grisailles se trouvent au revers des figures. Elles ont été faites ensemble. Alors, le peintre verrier a à sa disposition toute une série de techniques pour décorer ses œuvres, techniques qui évoluent au cours des siècles avec l'invention, par exemple, du jaune d'argent. Certaines techniques sont très classiques, l'enlevé, par exemple, qu'on trouve tout le temps dans la fabrication des vitraux, et d'autres techniques sont beaucoup plus rares, par exemple, les fausses gemmes. La technique des fausses gemmes, des fausses pierres précieuses, est décrite par Théophile et par le moine de Zagane, qui en fait la paraphrase totalement Théophile. On en conserve très peu d'exemples, peut-être en raison des conditions de conservation, parce que ça reste tout de même un peu fragile. Il s'agit de coller à la grisaille, donc avec la peinture, de toutes petites pièces de verre sur un autre verre. Ce décor légèrement en relief permet d'éviter une mise en plomb qui pourrait nuire à des éléments extrêmement délicats qui auraient été complètement noyés par la mise en plomb. L'exemple le plus connu, le plus ancien, c'est celui de chemillé sur un droit au milieu du XIIe siècle, qui a été trouvé par Anne Grandboulan. Je suis navrée pour la photo, mais le panneau est en très mauvais état, presque entièrement opaque. On ne voit quasiment que les verres de restauration et les verres bleus sodiques. Ma flèche pointe sur cette technique de fausse gemme, à savoir la flamme rouge de la lampe au-dessus du corps du Christ. Cette flamme n'est pas mise en plomb, elle est collée sur le verre blanc. On en trouve d'autres exemples, par exemple dans les inscriptions des grands personnages de la généalogie du Christ à Ratisbonne vers 1230. Et tout récemment, on a pu trouver, là encore dans les années 1230, un autre cas dans la chapelle de la Vierge de la cathédrale du Mans, au-dessus de Gessé pour la lampe qui brûle au-dessus. Donc vous avez Gessé endormi, une lampe suspendue par 3 chaînettes, et la petite flamme rouge, là encore, eh bien, elle est collée à la grisaille, elle n'est pas mise en plomb. Ce décor a certainement été plus répandu qu'on ne le pense. Il a pu être très mal conservé, la pièce a pu sauter, la grisaille n'a pas tenu. Et puis, il faut aussi se méfier de notre regard. On reconstitue beaucoup de choses, en fait. Notre cerveau reconstitue beaucoup de choses, il a ses habitudes. Le panneau de Gessé, il a été reproduit en photographie, il est bien connu. On l'a vu à la jumelle, à la lunette d'observation, mais instinctivement, bien, vert rouge, vert blanc, on imagine un plomb. C'est instinctif. Il a fallu être sur échafaudage pour se rendre compte qu'il n'y avait pas de plomb et que la pièce rouge, elle était collée. Les plombs médiévaux n'ont pas grand-chose à voir avec les plombs modernes, qui sont réguliers, assez plats et plutôt larges. Au Moyen-Âge, les plombs sont coulés dans des moules pour former des baguettes avec une section à hache. Au XIIe et au XIIIe siècle, l'âme du plomb, c'est-à-dire la barre horizontale du hache, est assez haute. Ça correspond aux 2 premiers schémas en haut à gauche de la typologie des plombs de Laurence Cusange. Donc l'âme est haute et les ailes sont plutôt minces et légèrement bombées. L'effet d'ensemble est radicalement différent d'avec des plombs modernes, avec un réseau de plomb qui est délicat et qui épouse les moindres courbes, contre-courbes et angles des verres. Les œuvres médiévales présentent rarement encore leur plomb ancien. La tendance des restaurateurs, surtout au XIXe siècle, a été de refaire la plupart du temps le réseau de plomb parce qu'ils le jugeaient affaibli, à tort ou à raison. Mais on en trouve quand même des traces. Dans ce panneau des années 1170, qui provient de Troyes, qui se distingue par l'extrême qualité de sa peinture, eh bien presque tout le réseau de plomb est médiéval. Les plombs qui ne sont pas médiévaux, ce sont les plombs de casse. De même, dans les panneaux de Châlons, vers 1140, une grande partie du réseau de plomb est encore le réseau de plomb médiéval du XIIe ou du XIIIe siècle, ça on ne peut pas savoir.
Mais on voit bien l'effet très différent de ces plombs. Si je reviens très légèrement rapidement sur le vitrail de Troyes, vous voyez que l'âme des plombs est très haute. On a l'impression que la pièce de verre est complètement enfoncée à l'intérieur et les ailes sont très très fines. À Chalon, vous voyez la finesse des plombs qui épouse parfaitement le contour des pièces. Ça dessine le menton, le cou du personnage, ça fait le petit décroché du poignet. Et dans la chute du drapé, vous voyez toute l'importance du réseau de plomb qui renforce la peinture, qui renforce la coupe des verres et qui vient donner aussi l'ondulation des draperies qui sont peintes dans le bas du personnage. Parfois, les restaurateurs ont préféré laisser en place des plombs craignant une remise en plan trop délicate. Par exemple, pour des pièces en chef-d'œuvre des 15e et 16e siècles, il est évident qu'une remise en plomb pouvait entraîner la casse de la pièce de verre et on préfère les laisser telles quelles. Parfois, les restaurateurs ont peut-être été conscients de l'effet désastreux qu'aurait pu avoir une remise en plomb avec des plombs trop larges. Je crois que c'est ce qui s'est passé à la chapelle Saint-Pia au XIVe siècle, à Chartres. Donc, ce sont essentiellement des vitraux du XIVe siècle, systématiquement remis en plomb au début du XXe, sauf de tout petits éléments rectangulaires, héraldiques, où les pièces de verre sont si fines que le restaurateur s'est dit que s'il les remettait en plomb, avec ces plombs trop larges, eh bien, il allait noyer complètement les pièces dans les plombs. Et donc, il a laissé les petits éléments héraldiques rectangulaires tels quels. Alors, pour terminer cette présentation, on va quitter un peu le XIIe et le XIIIe siècle pour aller vers l'extrémité de ma période, le milieu du XVe, avec un chantier très bien documenté, celui du transept de la cathédrale d'Angers. Plus de la moitié des vitraux du transept de la cathédrale d'Angers a été refaite au milieu du XVe, à la suite d'un incendie qui a ravagé le bras nord en 1451. C'est un chantier qui est bien connu parce que nous avons la chance de posséder des textes et en plus d'avoir conservé les œuvres. Les textes, il s'agit du contrat du peintre Verrier et d'une partie de ses paiements. Il nous donne le contexte historique de la réalisation, nous donne le nom de l'auteur, André Robin, la chronologie entre 1451 et 1454, ainsi que les premiers éléments des choix iconographiques et esthétiques faits par les chanoines de la cathédrale. En revanche, on trouve très peu de choses sur la réalisation elle-même. Le contrat nous dit qu'André Robin devait acheter son verre et son plomb et qu'il devait aussi passer contrat lui-même avec un serrurier pour mettre en place ses vitraux. Ce sont donc les observations des œuvres qui peuvent suppléer en partie au silence des textes. Dressé dans l'urgence, le contrat de Robin était un petit peu flou sur des éléments pourtant capitaux, sur l'esthétique et sur l'iconographie. Pour l'esthétique, les chanoines savaient une chose, c'est qu'ils voulaient quelque chose de moderne. Donc beaucoup de verres incolores, comme c'était alors la vogue, et ils envisageaient des grands personnages sous des damiers. Pour l'instant, ce n'était pas tout à fait certain. Et effectivement, les verres incolores sont très présents, notamment dans les grands personnages qui ont été choisis pour les murs orientaux et occidentaux du bras nord du transept. Vous voyez que ces architectures démesurées, presque entièrement en verre incolore, et les chairs des personnages, là aussi, en verre incolore. On les trouve aussi employés abondamment dans la rose sud, qui est presque essentiellement constituée de feuillage, là aussi sur des verres incolores, mais aussi, je reviens brièvement en arrière, dans la rose nord, majoritairement avec des verres incolores. Simplement notre vision est faussée parce que ces verres ont très mal tenu dans le temps. Il faut imaginer que les grands anges, vers le centre de la rose ici, eh bien leur tunique était blanche à l'origine. Même chose pour les panneaux périphériques qui nous apparaissent grisâtres ou jaunâtres, eh bien, il y a essentiellement des verres blancs et peu de verres colorés dans ces panneaux-là. L'iconographie, quant à elle, était là aussi très floue au lendemain de l'incendie. Les chanoines voulaient conserver l'iconographie choisie au XIIIe siècle. Mais dans les semaines qui ont suivi, ils ont dû réfléchir. Et ils ont choisi d'introduire dans la rose nord les signes précurseurs de la fin des temps, une iconographie qui correspond au temps du XVe siècle. Mais en faisant cela, évidemment, cette iconographie a pris la place de l'ancienne iconographie. Mais ils ne souhaitaient pas pour autant l'abandonner. D'où certainement l'idée de refaire la rose sud, qui n'avait pas été touchée par l'incendie, pour y placer cette iconographie qu'on n'a pas pu remployer, les signes du zodiaque, et pour la faire en symétrie de la rose nord.
Les verres employés sur ce chantier étaient encore des verres soufflés en plateau. Les stries sont bien visibles. Ici, à gauche, vous voyez ce relief en périphérie, en arc de cercle, qui trahit le soufflage en cive. Peut-être plus facile à voir ici les stries concentriques sur ce verre incolore rehaussé de peinture et de jaune d'argent. Donc c'est une période où commence à se faire le passage, le basculement vers le verre soufflé en manchon qui va dominer vers la fin de la période, mais ici on est encore en cive. Une partie des verres employés étaient des verres plaqués. On le voit ici lorsqu'il y a eu des éclats en périphérie des plombs. À gauche, on voit un verre vert plaqué sur blanc et à droite, un verre pourpre-rose plaqué sur blanc. Alors, cet emploi du verre plaqué permet un éventail de nuances encore plus grand, en plaquant une couleur sur une autre, par exemple, mais cet aspect technique, à Angers, on peut dire qu'il n'a pas été exploité à fond, parce que l'intérêt aussi des verres plaqués, c'est de permettre la gravure et tous les effets décoratifs de la gravure. En gravant la couche supérieure, on fait apparaître la couleur sous-jacente. Eh bien, il n'y a pas de gravure dans ces vitraux d'Angers, malgré la présence de verre plaqué. 3 lots de verre, sans doute de compositions différentes, ont été utilisés et épuisés au fur et à mesure du chantier. On trouve des verres non corrodés, restés bien translucides, mais sur lesquels la grisaille a assez mal tenu, notamment dans les grandes baies simples, c'est ce que vous voyez ici au centre. On trouve d'autres verres, je dirais corrodés normalement pour des œuvres qui ont plus de 500 ans d'existence, et sur lesquels la grisaille a bien adhéré, majoritairement dans la rose sud ici. La photo est un peu jaune, mais c'est dû à l'éclairage. Et puis un troisième type de verre, des verres qui sont devenus complètement opaques, verre incolore et verre coloré, même sort. Ils sont devenus presque complètement opaques, à tel point que pour certains éléments de la rose nord, ils sont surtout concentrés dans la rose nord, il fallait voir les panneaux en lumière réfléchie pour pouvoir encore voir la peinture. Donc on peut voir un petit peu le façade du chantier avec l'emploi de ces verres, puisque les verres opaques se trouvent principalement dans la rose nord et en périphérie, en extrême périphérie de la rose sud. Les verres bien conservés sont surtout dans la rose sud, et les verres sur lesquels la grisaille a mal adhéré se trouvent un peu dans la rose sud et surtout dans les grandes baies simples du bras nord du transept. Là encore, ces verres devaient être identiques à l'œil nu en 1451. Sinon, il n'y a pas d'intérêt d'employer des verres aussi différents. Parfois, des verres de nature très différente ont été employés dans le même motif. Dans les grands feuillages de la rose sud, on peut avoir d'un côté un verre très translucide, mais sur lequel il n'y a plus de peinture, et de l'autre côté, un verre où la peinture tient encore parfaitement. Ce verres de nature différente, mais qui devaient être apparemment quasi identiques à l'œil nu à ce moment-là. La conception d'ensemble comportait des éléments répétitifs dans les deux roses, surtout la rose sud avec ses feuillages. Donc on a eu recours au procédé bien éprouvé depuis des siècles du remploi de cartons. On a différents modèles déclinés quasi systématiquement en 2 cartons. Un modèle égale 2 cartons dans la rose sud et dans la rose nord. J'ai dessiné en jaune le réseau de plomb qui me semblait être le réseau de plomb d'origine sur ces panneaux de la rose sud. Vous voyez qu'on a 3 séries de feuillages dans les rayons de la rose sud, des grands lys, des grands chardons et des petits chardons. Donc à chaque fois, un modèle, 2 cartons. Donc un modèle pour les lys, décliné de 2 façons différentes. Un modèle pour les grands chardons, pareil, 2 cartons différents. Pareil pour les petits chardons. C'était plus compliqué pour les panneaux de périphérie. Alors, les signes du zodiaque sont évidemment uniques, mais on a en partie basse les rois de l'Apocalypse et tout autour des anges musiciens. Malheureusement, ce sont les panneaux qui ont été le plus restaurés, à tel point que parfois on a trop de pièces modernes pour pouvoir déterminer le chemin de plomb ancien, ou alors carrément le panneau est entièrement moderne et on ne peut rien faire. Donc, pour les rois, j'ai pu repérer 2 modèles, 3 cartons, il n'est pas possible d'aller plus loin. Pour les anges, je n'ai pu repérer que 2 cartons parce que le reste est en très grande partie refait. L'étude de la... Pardon, j'oubliais aussi, la coupe des verres est souvent complexe, avec des courbes et des contre-courbes qui trahissent l'emploi du fer chaud qui permet ce type de coupe extrêmement virtuose.
Donc, avec les flèches, j'ai pointé sur des éléments remarquables, par exemple les grands feuillages verts avec ce fer à cheval au centre, le vert rouge comme une couronne à 3 pointes, ou encore sur le panneau du bas, cette corolle jaune qui était d'un seul tenant, surtout le chardon en 2 parties. Je vous laisse admirer la coupe et la mise en plomb avec ces festons pour les 2 éléments du chardon qui s'emboîtent, et certainement une pièce qui était montée en chef-d'œuvre parce que les plombs à gauche et à droite sont des plombs de casse. Ces pièces en chef-d'œuvre ont existé dans la Rose Sud, aucune n'est conservée intacte, mais la mise en plomb en garde des traces. Mais on remarque que la mise en chef-d'œuvre était plus anecdotique que dans la Rose Nord, où elle est plus largement employée pour faire les étoiles qui parsèment le fond des grands anges. L'étude de la peinture permet de déceler la présence de 3 peintres sur ce chantier, mais au-delà du style de la peinture, la différence se fait aussi dans les techniques qui sont employées et dans l'interprétation des cartons par les peintres. La plupart des peintres emploient le jaune d'argent et même très largement. Mais il y en a un qui ne touche absolument jamais une goutte de jaune d'argent sous son pinceau. En revanche, il aime beaucoup un décor de résille assez large à l'enlever qui évoque les lointaines cages à mouches du XIIIe siècle. La peinture à froid a été employée, c'est-à-dire une peinture qui n'est pas recuite. Elle a été employée sur des feuillages de la Rose Nord, mais que dans la Rose Nord. Alors, elle est mal conservée. Vous devinez cet aspect verdâtre ici. Sur la fleur au centre des feuillages dans la Rose Nord. Et je vous ai mis un exemple plus tardif, mais bien conservé dans la couronne d'épines du Christ à Dissay. On s'attendait à trouver de la peinture à froid dans les grands feuillages de la Rose Sud. On peut même dire que ces feuillages appellent la peinture à froid. Il n'y en a pas du tout, il n'y a pas une trace, il n'y en a jamais eu. On voit des variations sur la coupe par rapport au carton. Ce sont des variations infimes, c'est vrai, mais significatives parce qu'elles vont entraîner des mises en œuvre différentes. Par exemple, le recours ou pas à des pièces en chef-d'œuvre. En dépit de ces accommodements, la composition demeure unifiée, qu'il s'agisse de la conception des scènes, des feuillages, l'agencement des personnages, ainsi que la coloration d'ensemble de chaque verrière. On a vraiment un tout qui est bien unifié et à l'intérieur des artistes qui s'expriment dans leur façon de peindre, mais aussi dans le choix des techniques qu'ils vont employer, et qui s'exprime aussi dans la façon d'interpréter le carton. Le carton est suivi, on va dire, à 90%, mais il y a quand même des choix qui sont faits dans le chemin de plomb et, par exemple, dans le choix de pièces en chef-d'œuvre ou pas. Donc les textes, certes, sont importants pour comprendre les modalités pratiques d'un art et d'un métier, mais les œuvres parlent de manière très éloquente et elles nous révèlent aussi d'autres techniques, d'autres pratiques, soit largement répandues, par exemple, le tracé préparatoire des grisailles du XIIIe siècle, soit lié spécifiquement à un atelier, un exécutant, ou alors elle révèle la volonté de presser la création pour se conformer à des délais fixés et sans doute très difficiles à tenir. Alors c'est vrai que j'ai pris plaisir à souligner toutes ces erreurs sur les chantiers de Chartres et Bourges, c'est pas juste pour pointer les erreurs, ça n'a pas de sens, ça nous montre un petit peu comment ces chantiers ont été vite, comment on a rationalisé le travail en employant les cartons de manière presque systématique, en peignant parfois pièce à pièce pour des éléments décoratifs, mais jusqu'à un point où parfois, eh bien, ça génère des erreurs difficiles à rattraper. Les observations faites sur les œuvres permettent aussi d'approcher l'organisation du chantier, quand les textes font défaut, ou quand ils restent muets sur l'aspect matériel de la réalisation. Et finalement, c'est toute la dimension humaine de la création que révèle l'examen de l'œuvre dans ses plus infimes détails. Je vous remercie de votre attention.